Étude du mythe Lovecraftien, volume 1. Les grands anciens. Cthulhu. L'univers de Cthulhu occupe une place toute particulière dans la littérature fantastique et d'horreur. Il tire son origine de l'imaginaire de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, un auteur qui a profondément marqué la culture populaire grâce à ses récits relevant du cosmic horror ou horreur cosmique. Parmi les multiples entités qu'il a décrites, Cthulhu est sans doute la créature la plus célèbre, autant par son apparence chimérique que par la terreur qu'il inspire. La figure de Cthulhu incarne l'idée d'une puissance cosmique insaisissable et indifférente à l'humanité, soulevant des questions d'échelle, de relativité et du sens ou non-sens de l'existence humaine face à l'immensité de l'univers. Le nom même de Cthulhu est devenu un symbole, à la fois terrifiant et paradoxalement populaire, traversant les frontières de la littérature pour se déployer dans de multiples sphères culturelles, jeux de rôle, jeux vidéo, illustrations, musique, cinéma, séries, même sur Internet, etc. Cette ubiquité témoigne de la fascination contemporaine pour les mythes de Lovecraft, et pour cet être tentaculaire qui sommeille dans une cité cyclopéenne engloutie, attendant le moment de se réveiller et de plonger à nouveau l'humanité dans la folie. Cette étude s'attache à retracer l'origine de Cthulhu, ses multiples évolutions et les diverses lectures dont il fait l'objet. D'abord, nous aborderons la genèse de l'univers Lovecraftien et les conditions historiques, culturelles et personnelles qui ont influencé l'écriture de l'auteur. Ensuite, nous examinerons la figure de Cthulhu dans le contexte plus vaste du mythe de Cthulhu, qui s'est progressivement constitué non seulement à travers les écrits de Lovecraft, mais aussi grâce aux contributions d'autres écrivains et artistes. Nous étudierons la dimension philosophique qu'incarne Cthulhu, notamment l'indifférence cosmique, la place de l'humain face au cosmos et le sentiment d'insignifiance existentielle. Et nous verrons comment cette créature est devenue une icône moderne dans la pop culture, du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu à la multitude d'adaptations qui jalonnent la scène culturelle internationale. Enfin, nous proposerons une réflexion sur la nature du mythe, la notion de canon et la façon dont Cthulhu a acquis une forme de vie propre au sein d'une mythologie littéraire qui dépasse désormais Lovecraft lui-même. Entre relecture critique, réécriture postmoderne et appropriation créative, Cthulhu ne cesse d'être réinventé, illustrant la plasticité des mythes modernes. En filigrane se dessinera la question de la peur en tant qu'expérience esthétique et philosophique entre irrationalité, fascination et sidération face à l'inconnu. Contexte historique et culturel de la création de Cthulhu. L'émergence de l'horreur cosmique à l'époque de Lovecraft. Pour mieux comprendre l'apparition de Cthulhu dans l'œuvre de Lovecraft, il est nécessaire de replacer l'auteur dans son contexte. Lovecraft a vécu au tournant du XXe siècle, une période marquée par de profonds bouleversements culturels et scientifiques. L'Angleterre victorienne cédait la place à la modernité, alors que la société occidentale connaissait une mutation accélérée sous l'effet de la révolution industrielle, des progrès scientifiques et des guerres mondiales. Les nouvelles découvertes astronomiques sur la taille et la nature de l'univers, l'émergence de la théorie de la relativité d'Einstein, l'évolutionnisme darwinien et même la psychanalyse freudienne bouleversaient les conceptions traditionnelles de l'homme et de sa place au sein du cosmos. Les certitudes anciennes, religieuses, philosophiques, sociales, semblaient vaciller, ouvrant la voie à un sentiment d'inquiétude et d'absurde face à l'infiniment grand comme à l'infiniment petit. Cette angoisse métaphysique imprègne l'œuvre de Lovecraft, qu'il exprimera sous la forme d'une horreur d'autant plus subtile qu'elle touche aux limites même de la compréhension humaine. Lovecraft s'inscrivait dans une tradition littéraire de l'étrange, du gothique et du fantastique. Il admirait notamment Edgar Allan Poe, dont il reprendra le goût pour l'atmosphère sinistre et le sentiment d'angoisse. Arthur Machen, Algernon Blackwood ou encore Lord Dunsany figurent également parmi ses inspirations majeures. Néanmoins, Lovecraft se détachait peu à peu des schémas traditionnels de la littérature gothique, centrés sur des situations ou des entités surnaturelles d'origine plus ou moins religieuse ou folklorique, fantômes, vampires ou démons. Sa spécificité réside dans ce que l'on appelle l'horreur cosmique. Chez lui, la terreur ne dépasse seulement du surnaturel, mais de l'indifférence absolue du cosmos. Les dieux qu'il invente ne sont pas nécessairement divins, mais plutôt des entités extraterrestres ou extradimensionnelles,
plus anciennes et plus puissantes que l'humanité, lesquelles ne se soucient aucunement de notre sort. L'histoire de Lovecraft se situe également dans le contexte social et économique de l'Amérique de la Prohibition et de l'entre-deux-guerres. Le pays était en pleine mutation, s'urbanisant à grande vitesse. La modernité triomphante, la croissance démographique et l'industrialisation rapide pouvaient générer un sentiment de déconnexion ou d'angoisse existentielle. La guerre de 14-18 et le crash boursier de 1929 soulignaient la fragilité de la civilisation occidentale. Dans l'œuvre de Lovecraft, cette fragilité se reflète à travers l'évocation de civilisations antédiluviennes disparues, de cités préhumaines englouties et de connaissances interdites qui menacent l'équilibre psychique de ceux qui s'en approchent. Lovecraft ne jouissait pas d'une grande notoriété de son vivant. Il publiait essentiellement dans les magazines pulp tels que Weird Tales, que proposaient des récits d'horreur, des fantaisies ou de science-fiction à un lectorat avide de sensations fortes. Dans ces pulps, Lovecraft côtoyait d'autres auteurs comme Clark Ashton Smith ou Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare. C'est notamment grâce à ces publications que ces nouvelles, dont The Call of Cthulhu, traduit en français par l'Appel de Cthulhu, ont commencé à circuler. L'illustration ou le résumé mis en avant sur la couverture de Weird Tales jouait un rôle important pour attirer le lectorat, et le monstre tentaculaire qu'il concevait devint rapidement un motif caractéristique associable à son œuvre. Lovecraft était un écrivain solitaire profondément marqué par son éducation et sa situation familiale. Il grandit à Providence dans l'État de Rhode Island sous la coupe d'une mère surprotectrice et perdit son père lorsqu'il était encore un enfant. Sa santé fragile et son isolement social l'inclinèrent très tôt à la lecture et à l'écriture, développant un univers intérieur foisonnant. Les angoisses nocturnes et les cauchemars de son enfance nourriront plus tard son imagination. On évoque souvent son sentiment de déclassement ainsi que certaines de ses positions xénophobes, reflétant à la fois le climat de son époque et ses propres psychoses. Toute cette complexité psychologique se retrouve dans sa fiction où les thèmes de la folie, de l'hybridation, de la décadence et de la peur de l'autre ou de l'inconnu sont omniprésentes. C'est dans ce bouillonnement culturel, historique et personnel que naît Cthulhu. Sous la plume de Lovecraft, cette entité glaciale et extraterrestre repliée dans la cité engloutie d'Hurley reflète la quintessence de l'horreur cosmique, une entité ancienne et incompréhensible, dont l'existence même jette le trouble sur toutes les certitudes humaines. La simple évocation de ce nom suscite une fascination mêlée d'angoisse, révélant un abîme conceptuel, celui d'un univers trop vaste et trop indifférent pour être appréhendé par le langage humain ou nos conceptions rationnelles. Biographie de Howard Phillips Lovecraft et genèse de son mythe. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence, dans le Rhode Island. Son père, Winfield Scott Lovecraft, interné pour des troubles psychotiques, meurt alors que Howard n'a que 8 ans. Élevé par sa mère, ses tantes et son grand-père, Lovecraft connaît une enfance relativement recluse. Il se passionne rapidement pour les ouvrages de la bibliothèque familiale, en particulier les textes classiques, la mythologie grecque et romaine, ainsi que les contes gothiques. Très tôt, il découvre l'œuvre d'Edgar Allan Poe, qu'il tiendra en très haute estime toute sa vie, lui reconnaissant la paternité d'une forme d'horreur littéraire raffinée. Adolescent, il s'intéresse également à l'astronomie et publie des articles amateurs dans des journaux de vulgarisation scientifique. Cette double passion pour la littérature fantastique et la science influencera son style. Son approche de l'horreur demeure souvent encadrée par un récit quasi scientifique où l'investigation, les documents et les témoignages s'accumulent pour apporter une vraisemblance singulière à l'invraisemblable. Lovecraft commence à écrire des poèmes et des essais dès son jeune âge, mais ce n'est qu'après 1917 qu'il se lance sérieusement dans la fiction. Sa première nouvelle significative, Dagon, met déjà en scène une divinité marine étrange et témoigne de sa fascination pour les profondeurs marines, thème qu'il explorera dans plusieurs récits. Au début des années 20, Lovecraft s'implique dans des cercles littéraires amateurs et correspond avec d'autres passionnés du genre. Il développe ainsi un réseau épistolaire considérable. Ses lettres, toujours extrêmement nourries, constituent à elles seules un monument de l'histoire littéraire américaine. On estime qu'il en a rédigé entre 60 et 100 000 durant sa vie,
ce qui illustre non seulement sa prolixité, mais aussi l'importance qu'il accordait à l'échange intellectuel et créatif. En 1924, Lovecraft épouse Sonia Green, une émigrée juive d'origine ukrainienne, rencontrée dans un cercle littéraire amateur. Le couple part s'installer à New York. Cette période est marquée par des difficultés financières et le mal du pays. Lovecraft, qui avait toujours été très attaché à la Nouvelle-Angleterre, supporte mal l'atmosphère cosmopolite de la ville. Cet environnement nourrit certains de ses préjugés racistes et xénophobes. Sur le plan littéraire, il continue néanmoins à écrire, publiant dans divers pulp magazines. L'horreur à Red Hook, ou encore Air froid, témoignent de cette période new-yorkaise, souvent décrite comme sombre et désenchantée. Le mariage s'avère rapidement compliqué, notamment pour des raisons financières. Sonia Green perd son emploi et Lovecraft peine à subvenir aux besoins du foyer. Le couple finit par se séparer. Lovecraft retourne en 1926 à Providence, plus isolé que jamais, et paradoxalement plus productif sur le plan littéraire. De retour dans sa ville natale, Lovecraft connaît une intense période d'écriture. C'est à cette époque qu'il rédige quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes, dont L'Appel de Cthulhu, écrit en 1926 et publié en 1928, et Les Montagnes hallucinées, en 1931. Il collabore avec d'autres écrivains, notamment Zealia Bishop, Hazel Hild et Adolphe de Castro, à travers un système de révision ou de nègrerie littéraire qui lui assurait des revenus modestes. Lovecraft commence aussi à structurer son panthéon imaginaire, reliant peu à peu ses différents récits par des allusions à des ouvrages fictifs comme le Necronomicon, ou à des entités récurrentes comme Yog-Sothoth, Azathoth ou Shub-Niggurath. C'est l'émergence progressive de ce qu'on appellera plus tard le mythe de Cthulhu, bien que Lovecraft n'ait jamais employé lui-même ce terme. En réalité, c'est l'écrivain Auguste Derleth qui, après la mort de Lovecraft, conceptualisera l'appellation de Cthulhu Mythos et participera à populariser l'ensemble. Lovecraft meurt prématurément en 1937 d'un cancer de l'intestin, laissant derrière lui un grand nombre de nouvelles, d'essais et de poèmes, ainsi qu'une imposante correspondance. Sa notoriété reste alors limitée, cantonnée à un certain cercle d'amateurs. Après sa mort, ses amis et correspondants, dont Auguste Derleth, Donald Wandrei ou Clark Ashton Smith, fondent la maison d'édition Arkham House, dans le but de préserver et de diffuser son œuvre. C'est grâce à leurs efforts que Lovecraft finit par accéder à une reconnaissance croissante, d'abord chez les amateurs de fantastique et de science-fiction, puis dans la sphère académique, et enfin auprès du grand public. Le mythe, ou mythe de Cthulhu, se développe dans l'entre-deux-guerres et surtout dans les décennies qui en suivirent, au gré des publications et des exégèses. On voit des auteurs comme Robert Bloch, Fritz Leiber, Ramsey Campbell ou même des écrivains plus mainstream reprendre ou réinterpréter les grands motifs Lovecraftiens. En France, des éditeurs tels que De Noël ou J'ai lu permettent la découverte de ces récits auprès d'un public francophone, consacrant Lovecraft comme l'un des piliers de la littérature fantastique et d'horreur. Ainsi, la genèse du mythe de Cthulhu est intimement liée à la trajectoire personnelle de Lovecraft, à ses angoisses et à ses influences littéraires, mais aussi à un contexte culturel plus large, marqué par la modernité, les guerres mondiales, la remise en question des valeurs occidentales et le développement de la science. Cthulhu, tel qu'il apparaît dans L'Appel de Cthulhu, cristallise la quintessence de la pensée Lovecraftienne. L'horreur naît de la rencontre brutale avec un univers inconnaissable et indifférent, où l'homme n'a guère plus de poids qu'un insecte. L'imaginaire Lovecraftien, caractéristiques et thématiques. Le concept d'horreur cosmique ou cosmic horror représente la contribution la plus marquante de Lovecraft à la littérature fantastique. Contrairement à l'horreur traditionnelle qui repose souvent sur des figures surnaturelles, démoniaques ou folkloriques, l'horreur cosmique de Lovecraft puise sa force dans la prise de conscience de l'immensité de l'univers et de l'insignifiance humaine. Les monstres Lovecraftiens sont souvent décrits comme des entités extradimensionnelles ou extraterrestres, antérieures à l'humanité et insensibles à son sort. Cthulhu en est un exemple emblématique. Il ne cherche pas à faire le mal au sens moral du terme, simplement parce que la notion de bien et de mal n'a pas de sens à l'échelle cosmique. Chez Lovecraft, le contact avec ces entités ou ces réalités cachées provoque généralement une forme de folie chez les protagonistes. La raison humaine est trop limitée pour appréhender ces vérités abominables.
Les récits adoptent souvent une narration à la première personne où le narrateur relate les événements qui l'ont conduit au bord de la démence, voire à la déchéance. L'usage de termes comme indicible, innommable ou abominable reflète la tentative désespérée de décrire l'incompréhensible Cthulhu. Dans l'appel de Cthulhu est ainsi évoqué à travers des descriptions fragmentaires, contradictoires, comme si le regard humain ne pouvait en saisir qu'une partie déformée. Une autre caractéristique de l'imaginaire Lovecraftien est la place du rêve. Des récits comme la quête onirique de Kadat l'inconnu ou Céléphaïs explorent des mondes rêves, où les frontières entre réalité et imaginaire se dissolvent. Les rêves et cauchemars de Lovecraft, parfois issus de ses propres expériences nocturnes, agissent comme un portail vers d'autres dimensions, plus anciennes et plus étranges. Le dormeur n'est jamais sûr de revenir indemne de ses incursions. Cthulhu lui-même est souvent associé aux rêves. Dans l'appel de Cthulhu, il est dit que son sommeil dans la cité submergée d'Hurliet envoie des songes à certains humains sensibles, perturbant leur esprit et provoquant des angoisses collectives. Un autre motif récurrent est celui de la cité perdue, vestige d'une civilisation antédiluvienne. Les architectures décrites par Lovecraft sont souvent cyclopéennes, c'est-à-dire démesurément grandes et anormales dans leurs proportions et leur géométrie. La célèbre cité d'Hurliet, où Cthulhu est emprisonné, se caractérise par une architecture que l'esprit humain ne peut comprendre. Angles impossibles, surfaces non euclidiennes, sculptures hideuses. Cette incongruité spatiale illustre l'incompatibilité fondamentale entre les réalités humaines et celles des grands anciens. Chez Lovecraft, l'angoisse de la contamination et de la dégénérescence est fréquente. Qu'il s'agisse de l'hybridation avec des créatures marines dans le cauchemar d'Innsmouth, ou de la souillure d'un lignage familial maudit, on retrouve sans cesse l'idée d'une corruption qui se transmet de génération en génération. Cette thématique est liée au racisme de l'auteur, mais aussi à son sentiment de décadence et de hantise face aux origines. Ainsi, l'irruption de Cthulhu n'est pas qu'une menace extérieure, elle réveille en l'humain la peur de porter en soi un héritage monstrueux, un lien avec l'archaïque et l'indicible. De nombreux récits Lovecraftiens font référence à des grimoires interdits, dont le plus célèbre est le Necronomicon, attribué à l'arabe fou Abdul al-Azred. Bien qu'il soit fictif, l'ouvrage a acquis un statut quasi réel dans la culture populaire, tant il est devenu emblématique. Dans l'univers de Lovecraft, ces livres recèlent les connaissances effroyables sur les anciens, les grands anciens, les dieux extérieurs et la véritable nature du cosmos. Les lire expose à la folie, car ils dévoilent des perspectives inhumaines et des vérités blasphématoires. Enfin, Lovecraft ancre souvent ses récits dans sa région natale, la Nouvelle-Angleterre. Il s'invente même un comté imaginaire, l'archi-connu comté de Miskatonic, où se situe la ville fictive d'Arkham, dotée d'une université, l'université Miskatonic, qui apparaît régulièrement dans ses histoires. Cette université est un lieu d'érudition où se trouve entre autres un exemplaire du Necronomicon. Au-delà du réalisme géographique, Lovecraft réussit à créer une atmosphère de familiarité troublée. Le banal et le quotidien se teintent d'étrangeté au contact de forces anciennes, comme si la Nouvelle-Angleterre recelait d'insondables secrets dans ses forêts, ses vieilles demeures et ses côtes brumeuses. Au sein de cet univers, Cthulhu représente la figure la plus populaire, un dieu ou démon, selon les points de vue, qui séjourne dans une cité engloutie, réveillant parfois l'esprit des rêveurs sensibles. Sa puissance symbolique ne réside pas seulement dans son apparence exotique, entre l'humanoïde, la pieuvre et le dragon, mais surtout dans ce qu'il représente, l'incarnation même de l'indifférence cosmique et du danger latent qui guette l'humanité lorsqu'elle se confronte à des forces qui la dépassent. La créature et son mythe. Apparition de Cthulhu dans l'Appel de Cthulhu. Publié pour la première fois en février 1928 dans le magazine Weird Tales The Call of Cthulhu, est une nouvelle relativement longue, environ 30 pages, qui pour beaucoup de lecteurs constitue l'acte de naissance officiel de la figure de Cthulhu. Lovecraft y met en scène un narrateur qui hérite des papiers de son grand-oncle, le professeur George Gamel Angel, spécialiste des langues sémitiques et fervent collectionneur d'artefacts mystérieux. À travers ses recherches, le narrateur découvre une secte mondiale, vouant un culte à Cthulhu, un être colossal, endormi dans la cité engloutie d'Hurliet.
Le récit est construit comme une enquête. Le narrateur recoupe des coupures de presse, des témoignages, des sculptures aux formes indescriptibles et des récits de navigateurs. Peu à peu, il réalise que Cthulhu n'est pas qu'une légende. Il existe réellement, quelque part dans les profondeurs de l'océan Pacifique Sud. Lovecraft y développe notamment l'idée que les rêves des humains sont influencés par ce dieu dormant. Parfois, lorsque les astres sont alignés, R'lyeh émerge, et Cthulhu menace de se réveiller. Pour Lovecraft, c'est l'incarnation parfaite de l'angoisse cosmique, un monstre ancestral, venu d'ailleurs, et qui pourrait anéantir l'humanité d'un simple geste, sans même y prêter attention. Lovecraft décrit Cthulhu comme un être gigantesque à la tête tentaculaire, semblable à une pieuvre, doté d'un corps vaguement humanoïde et pourvu de grandes ailes membraneuses dans le dos. Cette apparence composite illustre parfaitement la démarche de Lovecraft qui évoque l'horreur en jouant sur l'altérité radicale, la fusion contre nature d'organes et de formes issus de différents règnes, animal, marin et extraterrestre. Sur un plan mystique, Cthulhu représente plusieurs aspects caractéristiques de l'horreur lovecraftienne. L'archaïque, il est préhumain, extrêmement ancien. Le gigantesque, son échelle dépasse l'entendement, rendant l'homme physiquement et moralement dérisoire. La folie, son réveil ou son simple contact par le rêve provoque l'aliénation mentale. L'indicible, Lovecraft insiste sur la difficulté de décrire précisément son apparence, jouant sur le registre de l'indescriptible. Dans le récit originel, Lovecraft introduit l'idée d'un culte mondial clandestin voué à Cthulhu. Des peuplades reculées en Louisiane, en Islande ou en Afrique, jusqu'à des groupes d'ésotéristes aux États-Unis, tous répètent la même litanie, devenue célèbre. Finglui, Megluanaf, Cthulhu R'lyeh, Waga Nagel Fatang. Souvent transcrit en français par « Dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant ». Ces rites primitifs et sanglants qui mêlent chants obscurs et sacrifices attestent de la persistance d'un savoir secret et perpétué à travers les âges. À travers ce culte, Lovecraft illustre l'idée que Cthulhu n'est pas qu'une créature, c'est aussi un objet de fascination et de foi pour certains humains marginalisés ou fanatiques. Le fait que ce culte soit répandu sur plusieurs continents suggère une omniprésence du mythe, comme si l'image de Cthulhu et la crainte ou l'adoration qu'il suscite surgissaient spontanément dans l'inconscient collectif. R'lyeh, la cité immergée où Cthulhu demeure endormi, se situe dans le Pacifique Sud. Lovecraft la décrit comme une ville cyclopéenne, construite selon une géométrie anormale, angles obtus ou trop aigus, qui mettent à mal la logique euclidienne et défient la perception humaine. L'atmosphère y est oppressante, et la simple vue des structures de pierre couvertes de runes et de bas-reliefs peut plonger un individu dans une forme de vertige ou dans la folie. Le fait que R'lyeh soit morte ou engloutie n'implique pas qu'elle ne puisse ressurgir. L'appel de Cthulhu relate en effet l'histoire d'un bateau dont l'équipage est confronté à l'émergence soudaine de la cité à la surface de l'océan. Cette occurrence, rare et liée à des configurations astrales, signale qu'un jour viendra où Cthulhu s'éveillera pour de bon. R'lyeh symbolise donc la menace latente, l'éventualité d'un basculement apocalyptique. L'homme dort sur un volcan cosmique, en quelque sorte, sans même s'en rendre compte. Cthulhu, en dormance dans les profondeurs, n'est pas inactif pour autant, il communique par les rêves. Ce pouvoir psychique est l'un des aspects essentiels de la créature. Il se manifeste la plupart du temps chez des artistes, des mystiques ou des individus perturbés, sensibles à la suggestion. La sculpture d'un jeune artiste dans l'appel de Cthulhu, inspiré par des cauchemars récurrents, représente ainsi le buste de la créature tentaculaire. Cette dimension onirique rapproche Cthulhu des autres figures Lovecraftiennes liées aux rêves, comme les contrées oniriques inexplorées par le héros Randolph Carter dans d'autres nouvelles. Elle accentue aussi la notion selon laquelle les frontières de la réalité sont poreuses. Même si Cthulhu est enfermé dans R'lyeh,
son influence psychique peut se propager à travers le monde. La folie guette ceux qui entrent en résonance avec ses songes. Bien que Lovecraft n'ait pas conçu un mythe au sens strict, avec une cohérence doctrinale ou un corpus clairement défini, c'est par rétroprojection que le lecteur et les continuateurs ont forgé le concept du mythe de Cthulhu. Cthulhu y occupe une place centrale, parfois considéré comme l'un des grands anciens les plus puissants ou les plus connus. D'autres entités comme Yog-Sothoth, Nyarlathotep ou Shub-Niggurath complètent ce panthéon étrange avec leurs cultes, leurs attributs et leurs histoires. Auguste Derleth en particulier tentera de rationaliser cet ensemble en opposant les entités bénéfiques, les anciens dieux, aux entités maléfiques, les grands anciens, donnant à la cosmogonie Lovecraftienne une tournure quasi manichéenne que Lovecraft lui-même n'avait jamais explicitement adoptée. Au-delà de sa fonction de monstre de fiction, Cthulhu est avant tout un symbole. Il incarne la crainte que notre monde ne soit qu'un îlot de rationalité fragile, cerné par des forces chaotiques incompréhensibles. Il révèle la vulnérabilité et l'ignorance de l'homme, soulignant l'idée que la science et la raison humaine, si admirables soient-elles, ne peuvent couvrir qu'une infime partie de la réalité. Cthulhu est le héros d'une vérité plus large. L'univers est peuplé d'entités qui nous dépassent en âge, en intelligence et en puissance, et qui pourraient à tout moment réduire nos civilisations à néant. D'un point de vue métaphorique, le réveil de Cthulhu peut être vu comme la rencontre inévitable avec une réalité traumatisante, qu'il s'agisse de la mort, du chaos, de la contingence ou de toute autre force menaçant nos certitudes. Lovecraft donne corps à cette angoisse existentielle sous la forme d'un dieu tentaculaire, assoupi dans les profondeurs, et prêt à se manifester lorsque notre garde sera baissée. L'appel de Cthulhu, l'œuvre littéraire et ses particularités. L'appel de Cthulhu est souvent cité comme une démonstration exemplaire de la méthode Lovecraftienne. La nouvelle se présente sous la forme d'un récit cadre, ou plus précisément d'un dossier rassemblé par le narrateur. Ce dernier, héritant des notes de son grand-oncle, reconstitue les faits en 3 volets. L'horreur à Clay Street, où des cultes étranges sont découverts dans les marais de Louisiane. Le récit de l'inspecteur Legrasse, qui relate la découverte d'une statuette de Cthulhu lors d'une descente de police. Le témoignage de Gustaf Johansson, survivant d'un navire ayant accosté Harlia. Cette structure fractionnée donne au texte l'allure d'une enquête quasi journalistique ou anthropologique, ponctuée de témoignages croisés. Lovecraft entretient habilement le sentiment d'authenticité comme si le lecteur avait accès à des documents confidentiels. Le style se caractérise par un vocabulaire empathique, saturé d'adjectifs hyperboliques, abominable, indescriptible, atroce, etc. Lovecraft recourt également à la litote inversée. Plutôt que de décrire précisément l'objet de l'horreur, il insiste sur sa nature indescriptible, suscitant chez le lecteur une fascination pour cet innommable. Cette stratégie littéraire alimente l'imagination et installe un climat de mystère. L'appel de Cthulhu offre une synthèse de plusieurs thèmes chers à Lovecraft. Le culte clandestin, qui s'étend à travers le globe, suggérant une menace globale et diffuse. La transmission du savoir maudit, via des notes, sculptures, rêves ou témoignages qui exposent la fragilité mentale de ceux qui s'y confrontent. La dérision de l'humanité, illustrée par la phrase célèbre « L'humanité prendrait sa place insensée parmi les étoiles si Cthulhu venait à émerger ». Le rêve et la folie, des artistes et des malades mentaux faisant des cauchemars autour d'Hurlier, indiquant une connexion psychique avec la créature. À l'époque de sa publication dans Weird Tales, l'appel de Cthulhu ne soulève pas un enthousiasme massif, malgré un certain succès auprès du lectorat pulp. Ce n'est qu'après la mort de Lovecraft que la nouvelle gagnera en notoriété, d'abord chez les amateurs de littérature fantastique, puis dans le grand public, au point de devenir l'une des pièces maîtresses de l'auteur. Le récit est aujourd'hui considéré comme un classique du fantastique et de l'horreur. Son influence étant bien au-delà du champ strictement littéraire, puisque la figure de Cthulhu est récupérée dans la musique, la bande dessinée, le jeu de rôle, les jeux vidéo, etc. La structure est fréquemment citée comme un modèle narratif dans les fictions d'investigation surnaturelle, inspirant nombre d'écrivains et de scénarios.
Sur le plan interprétatif, l'appel de Cthulhu illustre la vision du monde lovecraftienne. L'univers est ancien, indifférent et potentiellement hostile. La civilisation humaine se retrouve assimilée à un voile fragile masquant une réalité cosmique effroyable. Les protagonistes qui lèvent ce voile perdent leurs repères et sombrent dans la terreur et la folie. D'un point de vue philosophique, la nouvelle rejoint la conception d'un univers absurde et dénué de valeurs anthropocentriques, que l'on peut rapprocher de certaines formes d'existentialisme ou du pessimisme philosophique, comme Schopenhauer ou Zapf. Lovecraft anticipe d'une certaine manière l'angoisse contemporaine face à l'infini cosmique et à la possibilité d'autres formes de vie plus avancées et plus dangereuses. Pour beaucoup de lecteurs, l'appel de Cthulhu marque le point de départ d'un cycle ou d'une cosmogonie, celle du mythe de Cthulhu. Bien que Lovecraft ait déjà introduit des entités comme Yog-Sothoth ou Dagon dans des récits antérieurs, c'est dans cette nouvelle qu'apparaît clairement un culte organisé autour d'un dieu spécifique, lié à d'autres éléments récurrents. Par la suite, Lovecraft et ses continuateurs enrichiront ce mythe en ajoutant de nouvelles divinités, de nouvelles races extraterrestres et de nouvelles régions fictives. De ce fait, l'appel de Cthulhu joue un rôle pivot dans la bibliographie de Lovecraft, cristallisant les thèmes majeurs de l'horreur cosmique tout en ouvrant la voie à un vaste imaginaire interconnecté. C'est l'un des textes qui définit le mieux les fondements de l'angoisse lovecraftienne, et c'est lui qui a fixé Cthulhu comme emblème de la mythologie lovecraftienne. L'impact culturel de Cthulhu. Au cours du XXe siècle, l'influence de Lovecraft et de son univers s'est progressivement étendue. Après sa mort, des éditeurs comme Arkham House ont œuvré à publier et à faire connaître ses récits. Des écrivains tels que Auguste Derleth, Clark Ashton Smith, Robert Bloch ou encore Frank Belknap Long ont puisé dans ses thématiques et son bestiaire, développant ce qui est progressivement devenu un véritable mythe littéraire. Toutefois, l'impact de Cthulhu ne s'est pas limité à la sphère romanesque. Il a fait une percée notable dans la culture populaire, particulièrement à partir des années 70-80, lorsque la fantasy, la science-fiction et l'horreur ont gagné une visibilité accrue dans le cinéma, la bande dessinée, la musique et plus tard, aux jeux vidéo. Parmi les adaptations les plus marquantes, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, publié par la société Chaosium en 1981, a joué un rôle déterminant. Conçu par Sandy Petersen, ce RPG a connu un succès retentissant, introduisant un grand nombre de joueurs à l'univers Lovecraftien. Le principe est simple. Les joueurs incarnent des investigateurs dans les années 20, confrontés à des phénomènes surnaturels et à des entités cosmiques comme Cthulhu. Le système de jeu met l'accent sur la fragilité mentale des personnages mesurée par une jauge de santé mentale. Et la victoire passe souvent par la fuite, l'évitement ou une quête d'informations secrètes. Loin de l'héroïsme martial d'autres jeux de rôle tels que Donjons et Dragons. Ce jeu a grandement contribué à la popularisation de Cthulhu dans la culture geek, en inspirant des suppléments, des scénarios, des campagnes épiques et une multitude d'illustrations. Il a également influencé d'autres jeux, voire d'autres médias, en mettant l'accent sur l'investigation, la folie et l'atmosphère oppressante plutôt que sur l'exploit ou la victoire. Dans la foulée de ce succès, de nombreux jeux de plateau et de cartes ont exploité l'univers de Cthulhu. Arkham Horror, Eldritch Horror, Le Signe des Anciens, Horreur à Arkham, sont des titres désormais bien connus des amateurs. Ces jeux reprennent la lutte désespérée d'investigateurs contre l'apparition de grands anciens, dont Cthulhu fait souvent partie. L'aspect coopératif, où les joueurs doivent unir leurs forces pour empêcher une catastrophe cosmique, reflète l'ambiance lovecraftienne. Seule la collaboration et la recherche d'indices peuvent contenir un danger qui dépasse l'entendement. Cthulhu et ses congénères Lovecraftiens ont inspiré le cinéma, mais souvent de manière indirecte ou partielle. L'absence de véritables blockbusters hollywoodiens centrés sur Cthulhu s'explique en partie par la difficulté à rendre l'horreur cosmique à l'écran. Il s'agit d'une horreur plus conceptuelle que graphique. Néanmoins, des réalisateurs ont tenté l'expérience. Citons par exemple la société de production H.P. Lovecraft Historical Society qui a réalisé The Call of Cthulhu en 2005, un film muet en noir et blanc imitant le style des années 20. D'autres films comme Dagon en 2001 de Stuart Gordon
ou Reanimator en 1985 ne mettent pas directement en scène Cthulhu, mais s'inspirent de l'ambiance et des thèmes Lovecraftiens. Dans la culture audiovisuelle, des séries comme True Detective, notamment la saison 1, ont parfois été comparées à l'univers Lovecraftien pour leur ambiance inquiétante et leur focalisation sur un mal ancien et impalpable. Toutefois, Cthulhu en tant que tel demeure rarement représenté de manière frontale, sans doute parce que l'horreur qu'il incarne se prête moins à l'action spectaculaire qu'à la suggestion ou à l'allusion. La figure de Cthulhu a inspiré de nombreux artistes allant des illustrateurs comme Michael Whelan, John Coulthard, François Launay, aux musiciens. Des groupes de rock, de métal ou même de musique électronique ont fait référence à Cthulhu dans leurs titres ou leurs paroles. Le groupe Metallica, par exemple, a un instrumental intitulé The Call of Cthulhu dans l'album Ride the Lightning de 1984. Les univers sombres et les titres évocateurs de Cthulhu foisonnent également dans la scène extrême du métal. Les peintures et sculptures inspirées de l'iconographie cthulhienne sont légion. Le monstre tentaculaire avec sa tête de pieuvre et ses ailes de dragon est devenu une véritable icône de la pop culture, régulièrement détournée sur des t-shirts, des affiches, des figurines ou dans des parodies humoristiques. Le jeu vidéo n'a pas échappé à l'influence du mythe. On retrouve des allusions à Cthulhu dans des titres variés du point and click, Shadow of the Comet en 1993, aux FPS de survival horror comme Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth de 2005. Plus récemment, des jeux indépendants comme Sunless Sea ou Darkest Dungeon puisent à pleine main dans l'esthétique et les thématiques Lovecraftiennes, la folie, l'inconnu, l'océan comme source d'horreur, etc. On assiste aussi à des clins d'œil dans des franchises à succès. La série Bloodborne de From Software mélange horreur gothique et horreur cosmique de manière explicite, avec des adversaires et un lore fortement inspiré de Lovecraft. Les monstres tentaculaires, les dieux anciens et le thème de la folie y occupent une place centrale. Le visage tentaculaire de Cthulhu est également devenu un mème dans la culture internet. Des blagues circulent sur les réseaux sociaux détournant l'effigie de Cthulhu pour dénoncer l'absurdité de certaines situations ou pour moquer la vie politique. Vote Cthulhu, why choose the lesser evil? Ce phénomène de dérision participe à la popularisation de Cthulhu auprès d'un public encore plus large, qui n'a parfois même pas lu Lovecraft, mais qui reconnaît immédiatement la silhouette caractéristique du grand ancien. Enfin, pour certains artistes ou penseurs, Cthulhu est devenu un symbole subversif, incarnant la destruction des hiérarchies humaines et l'avènement d'un ordre radicalement différent. Des essayistes comme China Miéville ou des philosophes de la théorie critique ont vu dans l'esthétique Lovecraftienne un moyen de questionner l'anthropocentrisme, de souligner la fragilité de nos constructions sociales, voire de critiquer la modernité capitaliste. Dans cette perspective, le réveil de Cthulhu n'est plus seulement l'image d'une apocalypse fantastique, mais aussi une métaphore du bouleversement politique ou écologique qui pourrait emporter notre civilisation. En somme, Cthulhu est devenu un archétype culturel protéiforme, tantôt créature de cauchemar, tantôt icône pop, tantôt symbole philosophique. Sa présence dans la culture contemporaine, au-delà de sa portée strictement littéraire, témoigne de la fécondité de la création Lovecraftienne et de sa capacité à capter l'angoisse moderne face à l'inconnu et à l'infini. Le mythe de Cthulhu. Expansion et contribution d'autres auteurs. Auguste Derleth, le principal continuator. Après la mort de Lovecraft, Auguste Derleth, de 1909-1971, fut l'un des premiers à s'emparer de la matière Lovecraftienne pour la prolonger sous la forme d'un mythe de Cthulhu structuré. Fondateur avec Donald Wandrei de la maison d'édition Arkham House, Derleth publie et édite les œuvres de Lovecraft, mais écrit également ses propres nouvelles s'inscrivant dans l'univers qu'il nomme Cthulhu Mythos. Toutefois, la vision de Derleth diffère sensiblement de celle de Lovecraft. Il introduit une dimension quasi manichéenne opposant des grands anciens maléfiques, dont Cthulhu, aux Elder Gods bénéfiques. Ce dualisme simplifie la vision d'une horreur cosmique indifférente chère à Lovecraft. Certains critiques ont reproché à Derleth d'avoir dénaturé l'esprit de l'œuvre originelle, tandis que d'autres estiment qu'il a permis de populariser et d'organiser un univers littéraire protéiforme. Parmi les correspondants et amis de Lovecraft, on compte Clark Ashton Smith et Robert E. Howard.
Tous deux ont, à divers degrés, contribué à enrichir le mythe. Clark Ashton Smith, poète et écrivain de fantasy sombre, introduit des entités et des lieux inspirés de Lovecraft, comme la cité de Zotic ou des dieux tels que Tsatogwa. Quant à Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare, il multiplie les allusions à des divinités et grimoires issus de la correspondance avec Lovecraft, établissant ainsi des ponts entre la Sword and Sorcery et l'horreur cosmique. D'autres auteurs comme Robert Bloch, l'auteur de Psychose, ou Fritz Leiber, connu pour ses récits de fantasy urbaine, ont également repris des éléments Lovecraftiens. Bloch, à ses débuts, écrit plusieurs nouvelles explicitement Lovecraftiennes, parfois en se dédiant mutuellement des personnages. Lovecraft et Bloch s'amusaient à se tuer dans leurs histoires respectives. Fritz Leiber introduit les idées Lovecraftiennes dans ses histoires de fantasy et de science-fiction, créant des rencontres improbables entre différents genres littéraires. Au fil du temps, de nombreuses anthologies ont regroupé des nouvelles appartenant au mythe de Cthulhu. Arkham House puis d'autres éditeurs ont publié ces recueils thématiques où l'on retrouve parfois les mêmes entités, Cthulhu, Yog-Sothoth ou Shub-Niggurath, dans des contextes différents. Les auteurs s'y autorisent des variations, des réinterprétations, voire des contradictions. Loin d'être figé, le mythe de Cthulhu apparaît comme un terrain de jeu littéraire, une mythologie ouverte, invitant chacun à contribuer. Le phénomène ne se cantonne pas à la littérature anglo-saxonne. En France, des auteurs comme Maurice Lima, Richard Nolan ou François Truchot ont exploré l'univers Lovecraftien. Par ailleurs, des traductions de plus en plus nombreuses ont rendu accessibles au public francophone les nouvelles originelles et leurs prolongements. Au Japon, l'attrait pour Lovecraft est également significatif, avec des mangas et des light novels inspirés de l'horreur cosmique, comme ceux de Junji Ito ou Gutanabe. La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont vu apparaître des réécritures postmodernes du mythe. Des auteurs comme Alan Moore dans le comic Providence ou Neonomicon, China Miéville dans Perfido Street Station, où plane l'ombre d'entités tentaculaires, ou encore Laird Barron, où on revisitait l'univers Lovecraftien avec des approches critiques et parfois subversives. Ils mettent en avant l'impossible mise en forme de l'horreur ou la dimension politique de l'indifférence cosmique, abordant aussi les aspects polémiques de Lovecraft, son racisme ou sa xénophobie, pour les questionner ou les retourner. Avec l'avènement d'Internet, le mythe de Cthulhu est également devenu un objet de fanfiction. De nombreux amateurs s'emparent des personnages, des lieux ou du bestiaire Lovecraftien pour créer leurs propres histoires. Certains jeux vidéo indépendants ou projets participatifs s'inscrivent aussi dans cet univers. Cette dynamique témoigne de l'extraordinaire vitalité du mythe, devenu un véritable bac à sable où chacun peut s'approprier les codes Lovecraftiens, la folie, l'interdiction, les cultes ou les grimoires oubliés pour façonner de nouvelles intrigues. La prolifération des textes et des interprétations soulève la question du canon Lovecraftien. Est-il légitime de parler de mythe de Cthulhu comme d'un corpus cohérent ? De nombreuses contradictions internes existent, Lovecraft lui-même ayant parfois reformulé son propre univers. Les continuateurs ne se sont pas toujours entendus sur les attributs des divinités, les datations ou la nature exacte de leurs liens. Le mythe fonctionne davantage comme un univers fractal en expansion continue, qu'un ensemble unifié de dogmes. C'est précisément cette plasticité qui explique son succès. Chacun peut y apporter sa pierre. Cthulhu demeure le pivot central, l'icône autour de laquelle gravite une multitude de variations. L'existence d'un culte universel, d'une cité engloutie et d'un monstre tentaculaire endormi forme un noyau symbolique suffisant pour alimenter la fiction tout en étant assez vague pour autoriser de multiples interprétations. En définitive, Cthulhu n'appartient pas uniquement à Lovecraft ou à Derleth, il appartient à l'imaginaire collectif. Comme pour les mythes antiques, chaque génération réactualise, adapte et réinvente les récits. Ainsi, la créature aux tentacules continue de hanter de nouveaux supports et de s'insinuer dans les rêves de ceux qui osent s'aventurer dans les brumes de l'horreur cosmique. Analyse philosophique et sociologique autour de Cthulhu. La figure de Cthulhu questionne profondément la place de l'homme dans l'univers. Dans la philosophie occidentale, la modernité a longtemps été associée à l'anthropocentrisme, plaçant l'homme au centre de la connaissance. Descartes, Kant, etc.
Or, Lovecraft défait cette vision en montrant que l'humanité n'est qu'un détail négligeable dans un cosmos infiniment vaste et hostile. C'est une forme de décentrement radical. Ce ne sont pas les dieux qui se préoccupent de nous. Ce n'est même pas un Dieu unique qui nous a créés par amour ou par dessein, mais une multitude d'entités extraterrestres ou extradimensionnelles qui nous ignorent ou nous méprisent. Cette posture rejoint par certains aspects des courants philosophiques comme l'existentialisme d'Albert Camus ou de Jean-Paul Sartre, qui soulignent l'absurdité de la condition humaine dans un univers dénué de sens. Cependant, là où Camus prône la révolte face à l'absurde, Lovecraft insiste sur la faillite de la raison lorsqu'elle rencontre l'horreur cosmique. C'est une vision encore plus sombre, parfois rapprochée du pessimisme métaphysique de Schopenhauer ou du concept de realism speculative, tel qu'exprimé par Quentin Meillassoux ou Ray Brassier, qui envisage un univers où l'humain est un accident sans importance. L'indifférence cosmique est sans doute le point clé de la philosophie lovecraftienne. Contrairement à la tradition de l'horreur gothique où les forces surnaturelles poursuivent un but, les entités lovecraftiennes n'ont aucune intention moralisante. Elles sont simplement là, immensément puissantes, et l'homme n'a pas plus de valeur à leurs yeux qu'une fourmi pour nous. Cette indifférence suscite une angoisse particulière car elle nie la possibilité d'une relation, même conflictuelle, entre l'homme et le divin. L'humanité peut être détruite ou épargnée sans que cela ne change rien pour Cthulhu. Cette vision implique également une critique radicale de l'ego humain. Le mythe de la maîtrise vole en éclats devant un être comme Cthulhu. Même les plus savants de nos chercheurs ne peuvent comprendre la géométrie d'Orlier ou la nature du dieu endormi. Cela traduit une forme d'humilité forcée, mais aussi un sentiment de désespoir face à l'impossibilité de connaître ou de contrôler ce qui se trouve au-delà de notre champ conceptuel. Dans les récits Lovecraftiens, la rencontre avec l'inconnu provoque la folie ou la démence. Sur le plan philosophique, cette folie traduit la rupture du cadre de la raison humaine. Les personnages découvrent que leur catégorie mentale ne s'applique plus et s'effondrent devant l'incommensurable. On peut rapprocher cette idée de certaines réflexions sur le sublime, notamment dans la philosophie kantienne ou dans l'esthétique romantique, où la confrontation à l'infini engendre un sentiment mêlé d'effroi et de fascination. La différence majeure est que chez Kant, le sublime renforce finalement la supériorité de la raison humaine, capable de se représenter l'infini. Chez Lovecraft, c'est l'inverse, cette confrontation détruit la raison. Le sublime Lovecraftien est un sublime négatif, qui ne nous élève pas, mais nous anéantit. C'est un choc épistémologique, voire ontologique, qui fait vaciller l'esprit jusqu'à la folie. Certains chercheurs en études culturelles ou en philosophie politique s'intéressent à la dimension politique de l'indifférence cosmique. Dans la société contemporaine, confrontée aux crises écologiques, aux questions de survie planétaire et à la menace nucléaire ou technologique, la figure de Cthulhu peut apparaître comme une métaphore de forces globales incontrôlables. Ces forces dépassent l'individu et même les institutions humaines, comme Cthulhu dépasse l'humanité tout entière. Le courant de post-humanisme ou de néo-matérialisme voit aussi en l'imaginaire Lovecraftien un moyen de relativiser la place de l'homme. L'émergence de Cthulhu rappelle que la nature elle-même, ou la matière, porte en germe des puissances qui peuvent échapper à notre contrôle. Cela peut mener à un regard éthique sur notre responsabilité, comment coexister avec ce qui nous dépasse, comment éviter de provoquer l'irruption d'un Cthulhu écologique ou technique qui signerait la fin de notre humanité. Un autre aspect analysé par les critiques est le racisme de Lovecraft, qui transparaît dans certains passages de ses récits ou dans sa correspondance. L'altérité monstrueuse qu'il décrit est souvent associée à des groupes ethniques perçus comme inférieurs ou dégénérés à ses yeux. C'est particulièrement visible dans le cauchemar d'Innsmouth, où les habitants mêlés au profond forment une communauté hybride considérée comme répugnante. Si l'on applique une grille d'analyse post-coloniale, Cthulhu et les autres entités peuvent incarner la peur de l'autre, de l'étranger et du métissage. On peut lire l'horreur cosmique comme une métaphore de la crainte de la dilution de l'identité blanche anglo-saxonne. Néanmoins, la puissance même de ce mythe dépasse l'intention de xénophobie initiale. De nombreux lecteurs ou auteurs issus de communautés non blanches se sont réappropriés l'univers Lovecraftien,
subvertissant parfois la dimension raciste pour en faire un espace de critique ou d'émancipation. D'un point de vue psychanalytique, Cthulhu peut représenter l'irruption de l'inconscient ou du ça, un contenu psychique primitif et pulsionnel que le moi ne peut maîtriser. Les rêves, envoyés par Cthulhu, sont un moyen de pénétrer dans la psyché humaine et de troubler l'équilibre conscient. Le réveil de Cthulhu pourrait symboliser la remontée incontrôlée de désirs archaïques, destructeurs ou libérateurs. Certains critiques rapprochent aussi la figure tentaculaire du fantasme maternel ou de la terreur infantile face aux formes informes, affirmant que Lovecraft projetait ainsi ses propres angoisses. Dans les récits Lovecraftiens, Cthulhu fait l'objet d'un culte, mais il n'est pas un dieu au sens conventionnel du terme. Son statut divin résulte davantage de la terreur et de la fascination qu'il inspire que d'une dimension morale ou créatrice sur le plan religieux. Cela interroge le rapport au sacré, et si les dieux n'étaient que des forces aveugles ignorant leurs adorateurs. Cela contredit l'idée d'un dieu personnel bienveillant tout en soulignant le besoin humain de ritualiser l'inconnu. Le culte de Cthulhu est une religion du chaos, célébrant l'avènement d'un ordre impie, ce qui fascine autant que cela fait frémir. Aujourd'hui, Cthulhu est parfois invoqué dans des débats philosophiques autour du réalisme spéculatif, un courant cherchant à dépasser le corrélationnisme, la doctrine selon laquelle nous ne pouvons connaître la réalité qu'à travers nos structures de pensée. Les réalistes spéculatifs mettent en avant l'extériorité radicale de l'être, indépendamment de la conscience humaine. Cthulhu symbolise à merveille cette extériorité. Il dort dans R'lyeh, ne dépend pas de notre regard pour exister et possède une matérialité qui dépasse notre entendement. En somme, l'intérêt philosophique de Cthulhu réside dans sa capacité à incarner l'anti-anthropocentrisme, l'indifférence cosmique, la folie épistémique et la puissance de l'inconnu. Sur le plan sociologique, il évoque nos peurs collectives face à des menaces globales ou impalpables, et met en lumière la fragilité de nos constructions sociales lorsqu'elles sont confrontées à des forces dépassant notre capacité de contrôle. C'est sans doute cette richesse conceptuelle qui explique la pérennité du mythe de Cthulhu et à son appropriation continue par de nombreux artistes, penseurs et créateurs à travers le monde. Cthulhu dans la pop culture contemporaine. L'une des façons dont Cthulhu a survécu dans la culture contemporaine est par l'humour et la parodie. Sur Internet, la formule Finglui Migluanaf Cthulhu Rally Waga Nagel Fatag est détournée sous différentes formes comiques. Des dessins humoristiques mettent Cthulhu en scène dans des situations banales, faire la cuisine, aller au supermarché, etc., jouant sur le contraste entre la puissance cosmique de la créature et le quotidien. Le slogan « Vote Cthulhu, why choose the lesser evil ?» Voter Cthulhu et pourquoi choisir le moindre mal est un mème récurrent soulignant à la fois la satire politique et la désillusion envers le système électoral. Le merchandising autour de Cthulhu, peluches, porte-clés ou t-shirts, illustre le phénomène de minionisation de l'horreur transformant le monstre tentaculaire en mascotte sympathique. Outre les jeux de rôle sur table, de nombreux jeux vidéo puisent dans l'esthétique cthulhienne. Des titres indépendants comme Darkest Dungeon adoptent une direction artistique sombre et tentaculaire, avec des monstres dignes de Lovecraft. D'autres, comme Bloodborne, infusent l'ensemble de leur univers d'un parfum Lovecraftien, sans jamais nommer explicitement Cthulhu. Le joueur fait face à des ennemis et à des boss inspirés des grands anciens, et l'atmosphère oppressive repose sur l'imminence d'une révélation cosmique traumatisante. La popularité du mythe dans le jeu vidéo tient à son potentiel narratif, quête d'indices, ambiance de terreur, confrontation à la folie, et à son iconographie forte, tentacules, symboles interdits, rituels sanglants et grimoires. Les mécaniques de jeu peuvent inclure une jauge de santé mentale, influençant la perception du joueur en créant un sentiment de vulnérabilité. Plusieurs auteurs modernes de fantasy ou d'horreur se réapproprient Cthulhu et l'univers Lovecraftien. Certains signent des pastiches humoristiques ou érotiques, oui, cela existe, tandis que d'autres optent pour des relectures postcoloniales ou féministes. Les anthologies collectives comme Lovecraft Unbound ou She Walks in Shadows donnent une place à des voix diverses.
Des auteurs à succès comme Stephen King revendiquent l'influence de Lovecraft même s'ils ne mettent pas directement en scène Cthulhu. King a d'ailleurs écrit quelques nouvelles à tonalité Lovecraftienne, évoquant des créatures antiques liées à des territoires maudits. Si Cthulhu n'a pas encore trouvé sa place dans une série télé grand public, on retrouve régulièrement des références ou des clins d'œil dans des shows d'animation comme South Park ou Rick et Morty. Dans la culture geek, Cthulhu est devenu un emblème qui rassemble fans de science-fiction, de jeux vidéo et d'horreur. Les conventions comme la Necronomicon à Providence ou des festivals dédiés à Lovecraft célèbrent cet héritage. On y organise des conférences, des séances de dédicaces, des projections de courts-métrages, etc. Le succès commercial de Cthulhu est indéniable. Il est devenu une marque rentable, exploitée par des éditeurs de jeux, de comics et même de produits dérivés. Le paradoxe est que ce monstre censé incarner l'indicible et l'horreur cosmique se retrouve à portée de main, transformé en icône pop. Certains puristes y voient une sorte de trahison, arguant que la vulgarisation de Cthulhu altère l'essence même de l'horreur Lovecraftienne. D'autres estiment que c'est dans la logique du mythe qui se propage et se métamorphose sans cesse, à l'image d'une pandémie virale. Cthulhu est devenu si emblématique qu'il a fait l'objet de crossovers inattendus. On le retrouve dans des univers de bande dessinée comme Hellboy de Mike Mignola, où l'auteur s'inspire clairement de Lovecraft pour décrire des entités anciennes et monstrueuses. On voit aussi des collaborations entre des maisons d'édition de comics, des groupes de métal et des illustrateurs pour créer des œuvres collectives, livrets ou albums conceptuels. Il n'est pas rare non plus de voir Cthulhu faire un caméo dans des franchises grand public comme Les Simpsons ou d'apparaître comme easter egg dans des jeux mainstream. Une statue cachée, un gribouillage sur un mur mentionnant Cthulhu, Ftagn, etc. Sur les plateformes comme DeviantArt, Pixiv ou ArtStation, des milliers d'illustrations réinventent Cthulhu sous toutes ses formes. Adorable, effrayant, sexy, humoristique, réaliste ou abstrait. Les artistes amateurs s'approprient librement l'esthétique tentaculaire, l'alliant parfois à des motifs steampunk, cyberpunk ou fantasy. Cette floraison artistique témoigne de la puissance inspiratrice du mythe qui demeure un sujet fertile pour l'imaginaire visuel. Des courts-métrages amateurs circulent sur YouTube ou Vimeo, où de jeunes réalisateurs tentent de reproduire l'horreur Lovecraftienne avec des effets spéciaux souvent rudimentaires, mais une passion manifeste pour l'univers. Des groupes de discussion, des forums et des chaînes Discord se spécialisent dans l'échange de théories, de fanfiction, de scénarios de jeux de rôle. Ainsi, la communauté cthulhienne s'avère particulièrement active et solidaire, poursuivant l'héritage épistolaire de Lovecraft sous forme numérique. Au XXIe siècle, l'écho de Cthulhu ne cesse de grandir. On peut imaginer que de futures adaptations cinématographiques ou télévisuelles verront le jour, peut-être grâce à l'essor des plateformes de streaming, à la recherche de contenus originaux. Les avancées technologiques en matière d'effets spéciaux pourraient enfin rendre justice à la démesure de la créature. Cependant, l'enjeu principal reste la fidélité à l'esprit Lovecraftien. Comment représenter l'indicible? Comment montrer sans tuer le mystère? La mode actuelle des univers partagés, comme Marvel ou DC, pourrait tenter de marveliser l'univers Lovecraftien, en faire un grand spectacle d'action. Reste à savoir si le public attend cela ou s'il préfère conserver la dimension ésotérique et onirique du mythe. Quoi qu'il en soit, la popularité durable de Cthulhu prouve qu'il incarne une forme d'angoisse et de fascination profondément enracinée dans la conscience collective, et qu'il continuera de hanter notre imaginaire tant que nous subsistera notre crainte face à l'infini et à l'inconnu. Conclusion. La figure de Cthulhu, issue de l'imaginaire d'H.P. Lovecraft, traverse désormais presque un siècle d'existence littéraire et de métamorphose culturelle. De simple créature évoquée dans une nouvelle de Pulp Magazine, elle est devenue un véritable totem moderne, à la fois terrifiant et follement populaire, symbole de l'horreur cosmique et de l'indifférence d'un univers immensément vague à l'égard de l'humanité. Sur le plan littéraire, Cthulhu illustre la démarche de Lovecraft qui consistait à dépasser les codes de l'horreur gothique pour proposer une angoisse métaphysique centrée sur l'incompréhension et l'insignifiance humaine. Dans l'appel de Cthulhu, l'entité endormie dans la cité engloutie d'Orlienne nous rappelle que nos certitudes
et notre raison sont fragiles, menacés par une réalité plus ancienne et plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Cthulhu porte en lui la quintessence du mythe Lovecraftien, le sentiment que la connaissance de l'ultime vérité pourrait conduire à la démence ou à l'anéantissement. Sur le plan philosophique, la créature tentaculaire incarne l'ébranlement de l'anthropocentrisme. Son existence même pose la question de la finalité humaine dans un cosmos indifférent. Les récits Lovecraftiens soulignent l'idée qu'il n'y a ni providence, ni téléologie, ni l'espoir de salut divin. Seulement des forces aveugles et parfois hostiles, dont l'échelle et la nature échappent à notre entendement. Cette vision pessimiste, voire nihiliste, rejoint certains courants de la philosophie contemporaine, comme le réalisme spéculatif ou des réflexions existentialistes sur l'absurde. Sur le plan culturel et sociologique, Cthulhu est devenu une icône, dépassant largement le cadre de la littérature d'horreur. Il occupe une place singulière dans la pop culture, apparaissant dans les jeux de rôle, les jeux de plateau, les jeux vidéo, la bande dessinée, la musique, le cinéma et même Internet. Des festivals lui sont dédiés, des fanfictions en perpétuent le mythe et des artistes de tous horizons s'en inspirent pour créer des œuvres originales. À l'ère de la surabondance médiatique, Cthulhu illustre parfaitement la manière dont une création littéraire peut se transformer en phénomène culturel multiforme. Pour autant, cette popularité s'accompagne de détournements et de vulgarisations qui peuvent paraître antinomiques avec l'esprit Lovecraftien initial. Au lieu d'être l'incantation de l'indicible, Cthulhu est parfois réduit à un simple monstre géant ou à une mascotte grotesque. Les valeurs d'horreur et de transcendance cosmique se diluent dans l'humour, la marchandisation et le marketing de masse. Toutefois, de nombreuses créatures et créatrices continuent à exploiter l'héritage Lovecraftien sous un angle sérieux, voire engagé, en cherchant à renouveler le discours critique, par exemple en abordant le racisme de Lovecraft, la dimension postcoloniale ou la place de la folie comme métaphore psychique. Enfin, la force du mythe de Cthulhu réside sans doute dans sa souplesse. Lovecraft lui-même n'a jamais établi de doctrine rigide. Ce sont ses continuateurs, à commencer par Auguste Derleth, qui ont tenté de systématiser un mythe de Cthulhu. Depuis, une pluralité d'approches coexiste. Certains auteurs insistent sur l'indifférence cosmique, d'autres sur les cultes secrets, d'autres encore sur la confrontation entre des forces opposées. Malgré ces divergences, Cthulhu reste un pivot, un symbole qui ramène toujours à l'idée du gigantesque, de l'insondable et de l'effroi face à ce qui nous dépasse. À l'heure où la science moderne explore les confins de l'espace, où l'on envisage la possibilité de formes de vie extraterrestres et où les problèmes écologiques nous rappellent la fragilité de l'espèce humaine, Cthulhu apparaît comme une allégorie puissante de nos peurs existentielles. Il est le visage tentaculaire de l'inconnu, l'annonciateur d'un possible bouleversement cosmique que nous ne saurions ni comprendre ni maîtriser. Son appel continue de résonner, invitant chacun par la lecture ou par l'imaginaire à affronter l'angoisse face à l'infiniment grand et à reconnaître que peut-être, au fond des océans et au-delà des étoiles, sommeillent des puissances dont le réveil signerait notre fin. C'est en ce sens que Cthulhu demeure une figure d'une étonnante modernité, portant en lui la tension entre la peur et la fascination, le désir de savoir et la fuite devant l'insoutenable, l'attrait pour l'abîme et la volonté de s'y dérober. En ultime conclusion, on pourrait dire que Cthulhu n'est pas seulement un monstre de fiction, il est le révélateur de notre condition fragile, de l'incertitude profonde qui plane sur notre compréhension du réel, et finalement, de ce qu'il y a de plus humain dans notre rapport à l'inconnu.